messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 novembre. D'abord, ce message de condoléances du président de la République adressé suite au décès de l'ancien ministre des Moudjahidines, le défunt Taïeb Zitouni, à sa famille et à ses proches. À l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération nationale, le président de la République a reçu un message de vœux du président de la République populaire de Chine. Les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution 2797 du Conseil de sécurité. C'est ce qu'a réaffirmé le ministre des Affaires étrangères, précisant que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été découplé par rapport au plan d'autonomie et doit s'exercer conformément à la légalité internationale. On l'écoutera dans un moment. Et puis zoom dans cette édition sur la situation des droits de l'homme au Maroc, droits bafoués et arrestations arbitraires de centaines de militants, des journalistes, des blogueurs et des manifestants. Toujours dans le cadre de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution, une célébration solennelle et pleine d'émotions à Créteil, où le consulat d'Algérie a voulu faire de cette date un instant de transmission entre générations. Un reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. Suite au décès de l'ancien ministre des Moudjahidines, le défunt Taïeb Zitouni, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Dieu tout-puissant de l'accueillir en son vaste paradis, de lui accorder sa miséricorde et son pardon et de prêter à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale. En voici le contenu. Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence, ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien, mes meilleurs vœux au nom du gouvernement et du peuple chinois. Et en mon nom personnel, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. La Chine et l'Algérie entretiennent une amitié traditionnelle profonde depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 67 ans. Ces relations n'ont depuis cessé de se développer de manière saine et stable, donnant lieu à des résultats fructueux en matière de coopération bilatérale. J'attache une grande importance, écrit le président chinois, au développement des relations entre nos deux pays et je reste disposé à œuvrer de concert avec votre Excellence à la consolidation de l'amitié et de la confiance mutuelle, ainsi qu'au renforcement des échanges et de la coopération dans tous les domaines afin de permettre aux relations bilatérales, dans le cadre du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie, de déboucher sur de grandes réalisations. Je vous adresse, Excellence, mes vœux de santé et de succès, tout en souhaitant à votre pays ami davantage de prospérité, à votre peuple davantage de bonheur et de bien-être. Fin du message du président chinois. Coopération toujours, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Yeslem Baïsat. Les entretiens ont porté sur l'examen et l'évaluation des discussions tenues en octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la question du Sahara occidental ainsi que sur l'adoption de la résolution 2797 qui vise à renouveler le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Et dans ce cadre, les deux ministres ont salué le fait que la résolution adoptée maintienne les principes fondamentaux d'une solution juste, durable et définitive à la question sahraoui, en insistant notamment sur la nécessité de mener des négociations entre les deux parties au conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Polisario, et sur le fait que la solution doit être acceptée par les deux parties. Les deux ministres ont également souligné que la résolution réaffirme
affirment le caractère essentiel du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et ont salué le renouvellement du mandat de la MINURSO pour une durée d'1 année, conformément à la proposition présentée par le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité. À la lumière de ces données, les deux ministres ont échangé leur point de vue sur les perspectives du processus politique conduit par les Nations Unies visant à parvenir à un règlement juste, durable et définitif de la question du Sahara occidental, garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément à la légalité internationale et aux résolutions et principes constants de l'ONU en matière de décolonisation. Je vous propose d'écouter le ministre sahraoui des Affaires étrangères. En tant que parti sahraoui, nous sommes venus exprimer notre gratitude à l'Algérie, pays ami et voisin et membre du Conseil de sécurité, de même qu'aux puissances amies siégeant au sein du Conseil qui ont accompli un travail important pour préserver le plan de paix ONU-UA, son orientation générale, sa direction et son cadre au sein de l'ordre international, ainsi qu'au niveau du Conseil de sécurité. À l'issue d'un débat approfondi et prolongé, cette recommandation a été adoptée. Elle met clairement en évidence, sans ambiguïté, l'importance, le caractère essentiel et central du principe d'autodétermination à travers 2 de ses articles. Elle affirme également, de manière explicite, le rôle central de l'Organisation des Nations Unies et de son cadre comme référence pour le règlement de ce conflit relatif au droit à l'autodétermination. Je le disais en préambule, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a accordé un entretien à la chaîne de télévision Al-24 News, qui est essentiellement revenu sur la question du Sahara occidental et le pseudo-plan d'autonomie marocain. Ahmed Attaf a souligné que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés dans la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, précisant que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été découplé par rapport au plan d'autonomie et doit s'exercer conformément à la légalité internationale et à la Charte des Nations Unies. On l'écoute. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le principe que le Maroc a tenté désespérément d'inscrire, celui de sa souveraineté sur le Sahara occidental, a été enlevé. Le texte a été expurgé des 2 références qui étaient faites à ce principe dans le dispositif du projet de résolution. Cette référence est restée dans le préambule. Elle est restée dans le préambule avec moins de force juridique, mais au plan du dispositif lui-même, du dispositif de la résolution, il n'y a absolument plus aucune référence, ni à l'État marocain, ni à la souveraineté de l'État marocain sur le Sahara occidental. Deuxièmement, le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. 4e point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé d'1 année. Ahmed Attaf a déclaré par ailleurs que ce projet de résolution était tellement déséquilibré et ne reflétait que la position d'une seule partie. Je vous propose de l'écouter. Ce draft, ce projet de résolution, était tellement déséquilibré, il était tellement partial, au point qu'il ne reflétait que la position d'une partie. C'était tellement outrancier qu'au bout du compte, il y a eu 8 pays, c'est-à-dire 8 pays, plus tout, de la moitié des membres du Conseil de sécurité, qui ont introduit des amendements. Il n'y avait pas que l'Algérie qui avait introduit des amendements. 8 pays, de tous les continents, ont introduit des résolutions parce qu'ils ont estimé que c'était trop, que
que le texte était trop partial, trop déséquilibré, trop en faveur d'une partie et trop contre l'autre partie. Et donc, il y a eu ces amendements. Nous-mêmes, nous avons aussi présenté nos amendements. Et nos amendements ont tous tendu vers 3 objectifs. 1. Le plan d'autonomie ne saurait en aucune manière être le cadre exclusif et unique de la recherche d'un règlement politique à la question du Sahara occidental. 2. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui doit s'exercer conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies, à la résolution 1514, et non pas conditionné au contenu du plan d'autonomie marocain. Et 3. La MINURSO doit être prorogée pour remplir sa mission d'organisation du référendum. Et au sujet des accords de 1968 conclus entre l'Algérie et la France, Ahmed Attaf a réaffirmé que les récents développements sont une affaire interne entre gouvernement et Parlement français et que le gouvernement français n'a rien communiqué à l'Algérie. Écoutons. Très sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour l'Assemblée nationale française. Mais lorsque j'ai vu ce vote, je vais être très honnête avec vous, je vais vous dire la première chose qui m'est venue à l'esprit. La course à l'échalote se poursuit. Et c'est attristant de voir un pays aussi grand que la France, de faire de l'histoire d'un autre pays, un pays indépendant, souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Maintenant, sur le fond, cette affaire est une affaire entre l'Assemblée nationale française et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure. C'est une affaire franco-française. Elle ne nous concerne pas pour le moment. Nous, elle pourrait nous concerner si ça devient une affaire de gouvernement à gouvernement, parce que l'accord de 68 est un accord intergouvernemental, c'est un accord international. Et le gouvernement français ne nous a rien dit à ce sujet. Et donc, sur le fond, nous ne réagissons pas dans l'attente de ce que sera le développement de cette situation au plan interne français. Quant au plan bilatéral, plan intergouvernemental, nous n'avons rien vu venir. Et nous espérons ne rien voir venir. C'est finalement de la poudre aux yeux. L'approche marocaine visant à présenter la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental comme une victoire diplomatique. Il suffit pourtant de voir de plus près le texte onusien qui ne reconnaît en rien la souveraineté revendiquée par Rabat. Il réagit au contraire, il réaffirme plutôt au contraire le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à disposer de lui-même. Mais c'est le voilà. Le Maroc a une nouvelle fois tenté de présenter la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental comme une victoire diplomatique. Rabat y voit à tort une reconnaissance implicite de son projet d'autonomie. Pourtant, le texte onusien, loin d'accorder au Maroc la souveraineté qu'il revendique, réaffirme le principe du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Derrière les lectures politiques divergentes et les annonces officielles, la réalité demeure inchangée. Pour le Maroc, la bataille diplomatique se poursuit sans réel progrès sur le terrain. La résolution adoptée par le Conseil de sécurité, jugée ambiguë par plusieurs observateurs, évoque à la fois la nécessité d'un règlement négocié entre les deux parties et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, tout en mentionnant la proposition marocaine d'autonomie de 2007 comme base des discussions, sans pour autant reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire. Alors que certaines voix politiques y voient un signe d'espoir, notamment à travers la prolongation du mandat de la MINURSO d'une année supplémentaire, d'autres plus réalistes estiment que le Conseil de sécurité n'a apporté aucun changement concret au statut du territoire, toujours considéré par l'ONU comme non autonome.
Ainsi, entre discours diplomatiques et réalité politique, le dossier du Sahara occidental demeure dans l'attente d'un véritable tournant capable de relancer le processus de règlement. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Les Marocains manifestent pour dénoncer la précarité sociale, mais aussi la dégradation des libertés avec les nombreuses arrestations arbitraires. Des organisations des droits de l'homme dénoncent cette situation et font part de dizaines de cas de disparition forcée et d'emprisonnement sans procès équitable de centaines de militants, des journalistes ainsi que des manifestants. C'est le papier de Badia Amani. Regardez. Arrêter arbitrairement et condamner injustement des centaines de militants, de journalistes, de blogueurs ou simplement des manifestants croupissent dans les prisons du Marzen dans des conditions insoutenables. Torture, privation de soins, isolement prolongé, autant de violations commises en l'absence de tout contrôle et destinées à museler les voix dissidentes. Ils ont écrit dans mon dossier que j'étais fou, que je n'étais pas maître de mes actes ni de mes paroles. Dans certaines prisons, ils peuvent assassiner et faire disparaître toute trace de leurs crimes. Des rapports d'ONG internationales de défense des droits humains dénoncent régulièrement cette situation. Ils font part de dizaines de cas de disparition forcée, de recours abusifs à la détention préventive et des procès entachés d'irrégularités. Selon plusieurs témoignages, certains détenus sortent de prison avec des handicaps physiques et de profondes séquelles psychologiques. Les familles des victimes réclament justice et réparation. Que voulez-vous que je vous dise? En rendant visite à mon fils en prison, j'ai eu très mal au cœur en le voyant. J'en suis malade. Beaucoup de témoignages rapportent un recours abusif à la force pendant et après les arrestations. Cette situation que subissent les détenus d'opinion marocains n'est que le prolongement d'une injustice qui perdure. Malgré les tentatives du Marzen de dissimuler la vérité, les cris des victimes restent plus forts que le silence dans un pays qui ne connaît que le langage de la répression pour répondre aux doléances de ses citoyens. Retour chez nous, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a installé ce lundi Nourdine Rafsa à la tête de la wilaya d'Ingzem en remplacement de Faisal Amirouche, appelé à occuper les mêmes fonctions à Mila. S'exprimant à cette occasion, Sayoud a indiqué que ce mouvement opéré par le président de la République à la tête de la wilaya entre dans le cadre d'une vision stratégique visant à accompagner les nouvelles wilayas, notamment celles frontalières, pour faire face aux défis à la fois de développement et de sécurité. Écoutons. La décision du président de la République de vous nommer à la tête de la wilaya d'Ingzem s'inscrit dans une vision stratégique visant à accompagner les nouvelles wilayas, notamment celles situées dans les zones frontalières, en les dotant de cadres compétents et expérimentés, capables de relever les défis du développement et de la sécurité à la fois. Cette vision traduit le suivi attentif que le président de la République accorde aux affaires locales, ainsi que sa volonté de garantir un équilibre de développement juste et équitable entre les différentes régions du pays. Justice à présent, lors d'un entretien accordé à la radio chaîne 1, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a réaffirmé que le projet de statut de la magistrature constitue une étape primordiale dans le processus de réforme de la justice. La loi organique portant statut de la magistrature repose sur plusieurs axes qui s'inscrivent dans les priorités du président de la République. En premier lieu, elle vise à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers la définition des droits et devoirs du magistrat, ainsi que la garantie de sa protection. Le texte met également l'accent sur l'amélioration des conditions sociales des magistrats, notamment le droit au logement et la mise en place d'un régime de retraite confortable assurant une vie digne après des années de service. Ces mesures ont pour objectif de permettre aux juges d'exercer ses fonctions dans un cadre stable, loin de toute suspicion, avec intégrité et impartialité, dans le respect de la loi et en toute indépendance. 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution à Créteil en France. Une célébration à la fois solennelle et pleine d'émotions. Entre hommage, partage et moments de joie, le consulat d'Algérie a voulu faire de cette date un instant de transmission entre générations. C'est ce que nous dit Afab Louchet dans ce reportage.
À Créteil, c'était une cérémonie à la fois officielle et intime. Sous les drapeaux, le consulat d'Algérie célèbre le 1er novembre dans une atmosphère de famille. Autour du consul, les associations, les visages familiers de la communauté et plusieurs grandes figures de la scène culturelle algérienne. Dans son discours, le consul rend hommage à la promesse du 1er novembre. Il rappelle que l'État algérien, né de ce serment, garde le même cap, protéger ses citoyens partout où ils se trouvent et préserver leur dignité. Un message prolongé par un appel à la fidélité à la mémoire et au rôle essentiel de la communauté nationale à l'étranger. أخواتي إخواني إن الدولة الجزائرية التي استمدت شرعيتها من تضحيات نوفمبر تواصل التزامها الثابت بحماية أبنائها داخل الوطن وخارجه وتوفير سبل العيش الكريم لهم رغم التحديات التي يعيشها عالمنا. وفي المقابل فإن الوطن يحتاج منا جميعا أن نكون سندا له في هذه الظروف الصعبة بالعمل الجاد والتضامن والمحافظة على وحدتنا الوطنية. واليوم جالية وطنية في الخارج مدعوة لمواصلة هذا الدور النبيل من خلال المساهمة في تنمية الوطن ونقل صورته المشرفة إلى العالم وتوطيد روابط الانتماء والهوية في نفوس الأجيال الجديدة من أبناء الجزائر المقيمين في الخارج. En face, ce couple qui écoute avec attention un bébé de 3 mois à peine dans les bras. Pour eux, cette fête nationale est bien plus qu'une date. C'est un premier geste de transmission, un baptême symbolique, celui de l'amour de l'Algérie. C'est très important d'être présent dans ce genre d'événement parce que ça nous permet quand même de nous réunir et de ne pas oublier certaines dates qui sont quand même marquantes pour notre histoire. Je pense que c'est important de marquer le coup. Ces Algériens d'ailleurs célèbrent le pays comme on célèbre un proche, avec un cœur et avec constance. Parmi eux, la grande Behia Rachdi. Malgré la maladie, elle n'a manqué aucun rendez-vous, toujours là pour dire son attachement indéfectible à l'Algérie. وذكرى ايضا مجيده نتلاقاو بدي زارتيست انايا عندي بزاف هما ولادي الا ما شفتهمش في الجزائر راني شفتهم اليوم هنايا راهم جاوا بكثره ما شاء الله باش نحتفلوا بهذا اليوم المبارك والفضل ايضا يعود لقناتنا قناه الجزائر. Puis la cérémonie devient fête, des rires, des sourires et des pas de danse, des rythmes qui racontent l'Algérie dans toutes ses couleurs. Une joie simple, sincère, celle d'une famille rassemblée autour d'un même emblème. Et cette année, un clin d'œil particulier. Le consulat a choisi d'organiser la célébration dans l'un des départements les plus éloignés de sa circonscription pour partager ce moment de grâce avec tous ses ressortissants. Et 7e art avec le Festival international du film arabe d'Oran, un rendez-vous qui, au-delà des projections et des œuvres en compétition, met l'accent sur la formation et le partage d'expériences à travers des ateliers dédiés aux passionnés du 7e art. C'est un papier signé Yasmine Amé. Regardez. Au-delà des projections et des œuvres cinématographiques en compétition, la 13e édition du Festival d'Oran du film arabe met également l'accent sur la formation et le partage d'expériences à travers plusieurs ateliers dédiés aux passionnés du 7e art. Nous sommes venus aujourd'hui en tant que stagiaires pour mieux découvrir le monde du cinéma, un art qui nous passionne profondément. Nous avons eu l'honneur de participer à ces ateliers sous la direction de formateurs venus de l'étranger, notamment de l'Institut Jazeera. Nous y avons beaucoup appris l'écriture de scénario, la manière de le présenter, de le promouvoir, ainsi que la collaboration avec le producteur. Parmi ces espaces d'apprentissage, 2 ateliers se distinguent, celui du scénario et celui du cinéma arabe, où créativité et technique se rencontrent. Encadrés par des professionnels, les participants y trouvent une opportunité unique pour apprendre, échanger et développer leurs talents. Le passage du tournage à la caméra vers celui réalisé au téléphone portable ou encore du montage en studio vers celui sur mobile représente un véritable défi, mais grâce aux compétences acquises durant cette formation, les stagiaires sont désormais capables de produire des montages de qualité professionnelle directement sur leur téléphone à travers différentes applications. Ils partagent tous la même passion pour l'écriture et démontrent un réel talent, un talent qui, selon moi, ne demande qu'à être perfectionné par la maîtrise des techniques afin de se concrétiser pleinement et ne pas se perdre en chemin. Une expérience riche en échanges et en créativité
qui permet aux participants d'acquérir de nouvelles compétences. Ces ateliers se poursuivent tout au long du festival, offrant une immersion totale dans l'univers du cinéma arabe. Et du sport football pour terminer, le tirage au sort de la phase de poule des compétitions africaines a été effectué ce lundi à Johannesburg en coupe de la CAF. L'USMA se retrouve dans le groupe A en compagnie des Djoliba FC, le club OC Safi et les Ivoiriens de Saint-Pedro. Le CRB, quant à lui, est dans le groupe C en compagnie des Sud-Africains de Stellenbosch, les Congolais de l'AS Otoo et les Singida Black Stars de Tanzanie. En Ligue des Champions, le Mouloudia d'Alger jouera dans le C en compagnie des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, El Hilal du Soudan et du FC Saint-Éloi Lupopo de la République démocratique du Congo, alors que la JS Kabylie évoluera dans le groupe B en compagnie du Ahly d'Égypte, les Tanzaniens de Young Africans et l'AS FAR. Et voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.